Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être sur ce live Putsch. Alors à quelques heures de la grève générale, nous avons le plaisir le plaisir aussi, le bonheur surtout de recevoir l'économiste Frédéric Farah. Frédéric Farah, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, je rappelle, je vous présente rapidement, vous êtes professeur, pardon, excusez-moi, j'ai des retours au son, professeur de sciences économiques et sociales, chercheur affilié au laboratoire phare de la Sorbonne et chargé de cours à Paris Sorbonne Nouvelle. C'est toujours le cas, Frédéric Farah, hein? Alors, je ne suis plus à la Sorbonne Nouvelle, mais je suis économiste et chercheur à Paris 1, exclusivement maintenant. Donc, merci encore de nous recevoir chez vous pour ce duplex live pour nous parler de la réforme des retraites aujourd'hui qui agite beaucoup la France. Alors, d'emblée, n'hésitez pas à poser vos questions à Frédéric Farah. Nous avons sous les yeux, je lui poserai les questions, je les transmettrai. Frédéric Farah, commençons sans plus tarder sur cette réforme des retraites. Alors, on va vous demander, à vous économistes, quel est l'état des retraites aujourd'hui en France? Est-ce qu'elles sont déficitaires? On a entendu de vos confrères, Gilles Raveau notamment, qui a dit que les retraites n'étaient pas déficitaires du tout et que c'était absolument un scandale. Voilà. Oui, parce que effectivement, Gilles Raveau a raison. Je crois que ce déficit participe d'une stratégie de la communication du gouvernement qui consiste à dire, si vous voulez, c'est la stratégie de l'urgence, qui est la stratégie classique, qui consiste à dire qu'il y a le feu à la maison et que l'urgence, c'est de réformer le régime des retraites. Et évidemment avec un angle comptable, toujours en mettant en avant le fait que le régime est déficitaire. Bon. Et donc, la construction du déficit est nécessaire. Et si vous voulez, la dette ou le déficit, même si c'est pas synonyme, la dette est générée par les déficits, ça consiste toujours à la même logique. On l'a vu avec la SNCF, on le voit aujourd'hui avec les retraites, on le voit avec l'État. C'est de dire, bon, voilà, on vit au-dessus de nos moyens, nous n'avons pas la possibilité de nous offrir un système pareil, donc il faut réformer. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est la stratégie vieille ficelle de communication du gouvernement, et pas simplement de celui-là, même d'autres dans le passé. Alors, où on en est en termes, de retraite, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, première chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que depuis 1993, avec effectivement les retraites, les réformes de retraite qui se sont succédées, c'est-à-dire celles, d'Édouard Balladur, de François Fillon et ainsi de suite, ça a eu pour conséquence que les calculs finalement des retraites se sont avérés moins favorables aux retraités, que les durées de cotisation se sont allongées et qu'aujourd'hui, les retraites, au fur et à mesure du temps, vont devenir de moins en moins généreuses. Ça, c'est un élément qui est très important. Ça fait 26 ans, et même on pourrait remonter un peu avant, que le système des retraites a connu des modifications où le calcul, où les durées de cotisation se font de moins en moins avantageuses. Ça, c'est un. Deuxièmement, le gouvernement a un peu loupé son opération parce qu'il a demandé au Conseil d'orientation des retraites, qui est le corps, de... À quoi il sert, Frédéric Farah, ce corps? Vous pouvez nous préciser rapidement? Bien sûr. Ce corps, à quoi il sert? Effectivement, c'est un organisme qui n'a pas une vocation impérative, qui est consultative, qui doit maintenant, depuis plus d'une vingtaine d'années, permettre effectivement de dresser des scénarios possibles de financement du système des retraites, d'avoir une vue globale un peu sur l'état du système, de sa progression, en tenant compte de plein de paramètres, la croissance, le vieillissement de la population et autres. Et en fait, c'est une source d'information qui est très précieuse, que les gouvernements utilisent pour savoir ou pour mieux approcher ce système qui effectivement est très complexe. Donc le corps sert d'expertise et qui est une des sources possibles, ce n'est pas la seule, qui nous informe sur l'évolution du système des retraites, sa viabilité, son financement et autres. Et on peut effectivement, les gouvernements peuvent solliciter effectivement le corps pour avoir un avis. Bon. Et le corps remet tous les ans un rapport sur effectivement la situation du système des retraites. Bon. Et donc le gouvernement pensait, en faisant appel au corps, que allait surgir un chiffre alarmant indiquant que il y avait urgence et que d'ici 2025, date d'entrée possible de la future réforme, eh bien le système prenait eau de toutes parts. Bon. Et donc en mettant en avant un déficit.
Qu'est-ce que dit le corps dans cette histoire? Le corps nous explique que dans le fond, il y a certes peut-être, on évoque ces fameux 17 milliards, mais qu'il convient complètement de relativiser parce que le problème, nous dit le corps, vient pas de dépenses excessives, d'un système devenant de plus en plus généreux et incontrôlable, mais du fait de la perte de ressources qui comme dans la dette publique, c'est la même chose, c'est moins une affaire de recettes qu'une perte de ressources. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que le système perd des ressources du fait, par exemple, de la non-compensation, par exemple, d'exonération de cotisations sociales, que ce système, effectivement, est appauvri de l'intérieur par l'État ou par les stratégies, effectivement, qui sont mises en œuvre par l'État, et que dans l'histoire, qui va payer la facture et qui la paye toujours, ce sont les retraités, puisqu'effectivement les retraites seront moins généreuses dans le futur. Et d'autre part, comme en 2025, il y aura sera réalisé le remboursement de ce qu'on appelle la dette sociale, le système va être abondé de 16 milliards supplémentaires. Donc fondamentalement, cette histoire de déficit, c'est une histoire un peu toute fabriquée. Gilles Ravaud a raison, Henri Sterdyniak a raison, leurs analyses sont très justes, pour montrer qu'en réalité, finalement, le gouvernement se sert d'un déficit un peu imaginaire pour accélérer effectivement cette réforme. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ça soit dans le système actuel ou que ça soit dans le système de la retraite par points, ce qui est programmé et qui est le plus préoccupant, c'est, comme on dit, à l'appauvrissement des retraités. Et c'est ça qui est, à mon avis, la source, à mon avis, la mienne, en tout cas, et pas que la mienne, de préoccupation centrale. C'est-à-dire que, à partir du moment où, dans une réforme qui vient, vous allez avoir une enveloppe maximum de 14% du PIB qui est consacré aux retraites, alors que le nombre de personnes âgées va augmenter, eh ben forcément, il y aura un vieillissement à la fin. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a, comment dire, dans ce système de retraite, c'est un système viable, mais, il faut le dire, depuis ces réformes paramétriques de 93 à nos jours, le système des retraites est devenu de moins en moins généreux et son mode de calcul est de moins en moins favorable aux retraités. Alors, vous l'avez dit, alors je vous rappelle, on est en direct avec Frédéric Farah, économiste, que nous avons absolument voulu recevoir pour qu'il réagisse sur ces retraites, qui nous explique ce qui se cache derrière, et on va on va parler aussi de l'Union européenne, on va parler vous avez essayé de nous définir aussi les retraites par répartition, retraites par capitalisation, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre, mais je reviens donc partager, liker ce live de manière à y donner le plus d'audience possible, à informer vos amis, proches, connaissances sur ces questions qui vont agiter la France, qui l'agitent déjà, mais qui devraient l'agiter à partir de demain sur la grève générale qui est prévue. Frédéric Farah, Gilles Ravaud, j'y reviens, je suis désolé encore, la rubrique, en fait, le passage sur SCI, je crois, a fait des millions de vues. Gilles Ravaud parle quand même de 150 milliards de fonds de réserve. C'est quand même hallucinant. Est-ce que le corps, j'ai envie de vous poser une seconde question, est-ce qu'on peut faire confiance au corps sur les chiffres qui sont sortis? Bon, on peut quand même faire faire confiance à toute institution. On peut poser des questions. Est-ce que c'est sincère, pas sincère, l'analyse qui est proposée ou autre? Bien sûr. Je pense quand même que le corps reste quand même un organisme de confiance, qui prend quand même une expertise qui est quand même de qualité, qui est sérieuse, qui est quand même reconnue, qui est admise. Ce que soulignait Gilles Ravaud très justement sur LCI à cette occasion, effectivement, c'est que on a des réserves, Gilles Ravaud les a mis en lumière, qui effectivement ont vocation, en quelque sorte, à être une sorte d'assurance, de protection, si vous voulez, de ce système. Donc, partout où on regarde, si on est sérieux, on regarde avec Gilles Ravaud ou avec d'autres, ou même avec le corps dans son analyse, à aucun moment on ne peut conclure que notre système prend ce n'est pas le cas, et que nous disposons des fonds nécessaires pour en assurer, une viabilité. Donc, ce qui est certain, c'est que cette réforme de retraite, elle se fonde sur une manipulation comptable qui va justifier un système qui va devenir, s'il voit le jour, de plus en plus inégalitaire. Donc, si vous voulez, l'argument comptable, il est cousu de fil blanc, que ça soit effectivement sur ce fond dont parle Gilles Ravaud, que ça soit même sur ce que dit le corps. Le corps lui-même le dit, le problème, ce n'est pas un excès des dépenses, c'est un problème de recettes.
Donc le problème, c'est que en fait, on affame en quelque sorte un système et on va l'affamer pour ensuite dire il n'est pas viable et ensuite conduire à ce que l'on attend, et vous en parliez un instant, qui est une forme d'ouverture à la capitalisation. Parce que Frédéric Lordon disait chez nos confrères de RT France, notamment dans l'émission de Frédéric Tadei, qu'on recommande d'aller voir ce replay avec Frédéric Lordon, Frédéric Tadei, une excellente présentation en 55 minutes de cette réforme des retraites et plus largement, mais on va y venir. Frédéric Lordon, je le cite, disait « Cela sert à plumer les pensionnés ». Voilà, vous souscrivez, vous, à cette idée de Frédéric Lordon ? Oui, moi je souscris à cette idée parce que je crois que fondamentalement c'est ce qui est en train de se faire et ce phénomène a commencé avant même cette réforme des retraites. Je vous rappelle par exemple qu'en 93, le privé comme le public, la cotisation était de 37 années et demie. C'est ensuite Édouard Balladur qui a créé une différence entre le public et le privé. C'est à ce moment-là que on a modifié le calcul des retraites qui étaient sur les 10 meilleures années, c'est devenu sur les 25 meilleures années. On a augmenté la durée de cotisation. Il est évident, je veux dire, que dans cette histoire, sachant que les retraites représentent un pilier central de notre protection sociale, c'est évident que l'ajustement va se faire, effectivement, sur les pensionnés et on va renouer avec quelque chose pourtant qu'on avait combattu après les années 60 et au courant des années 70, on avait réussi à combattre la pauvreté laborieuse. C'est-à-dire que les vieux travailleurs, qui étaient historiquement ceux qui étaient pauvres, le sont devenus moins à partir des années 70 avec la montée en puissance de notre système de retraite. Aujourd'hui, avec les réformes qui ont commencé en 93 et probablement celles de 2025 si elles voient le jour, les pensionnés vont être punés, oui, et ô combien. C'est-à-dire qu'on va se retrouver effectivement avec de plus en plus de petites retraites où tous les accidents de la vie que les individus ont rencontrés, carrière interrompue, CDD et autres, vont devoir même le payer à l'âge de la retraite. Et donc c'est pour cela que l'analyse de Lordon, je la trouve très lumineuse parce que il nomme les choses sans détour. Et il faut, comment dire, le dire, et c'est toujours la même façon, c'est-à-dire on va procéder par des réformes complexes, comptables, techniques, pour faire passer un peu plus la réduction du niveau de vie des retraités. Et alors, quand le gouvernement a envoyé tous les ministres, députés et consorts sur les plateaux télé depuis 10 jours pour nous expliquer que la retraite minimale serait assurée à 1 000 euros, ça vous inspire quoi, vous, Frédéric Farras, hein? La retraite minimale à 1 000 euros, on pourrait dire ah ça a l'air bien, c'est super, c'est un plancher qui est complètement satisfaisant, ça va permettre comme ça de ne pas descendre plus bas. Bon, alors on pourrait juste s'en tenir là et se dire bah très bien, bah merci au gouvernement de cet effort de clarification et nous en sommes très contents. Or malheureusement le diable est dans les détails parce que le gouvernement ne nous précise pas comment il va maintenir ce plancher. Il faudrait savoir comment il le fait, sachant qu'en plus, il nous dit pas comment le point sera calculé de manière... Et on va en parler du point. J'aimerais vous entendre sur le point, justement, la valeur du point à venir. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez, il reste assez obscur sur les modalités des calculs, nous le verrons tout à l'heure. Et d'autre part, il s'agit de voir comment on arrive pour chacun à ces fameux 1 000 euros et de voir s'il n'y a pas mal d'hommes derrière, hein, si effectivement ce système de nouvelle manière, finalement, derrière l'affichage des 1 000 euros, ne cache pas des différences, des détails qui conduisent finalement à ce que ces 1 000 euros soient plus un énoncé de principe qu'une réalité. Parce qu'Emmanuel Macron, et je rebondis sur ce que vous dites, Emmanuel Macron s'est étonné, un discours officiel, que les gens qui iront manifester demain aillent manifester l'appareil de grève étrange et ils iront manifester pour maintenir les régimes spéciaux. Ça, c'est étonnant quand même aussi comme stratégie de défense ou d'attaque, je ne sais pas comment le dire, hein, attaque ou défense. Oui, si vous voulez, c'est en fait la stratégie du gouvernement, elle est bien connue, c'est-à-dire c'est une stratégie un petit peu
usée tellement elle a été employée. C'est-à-dire, le récit du gouvernement, c'est de dire qu'en fait, il y a des salariés privilégiés qui en quelque sorte profitent pendant que d'autres souffrent. En fait, la stratégie du gouvernement, c'est dresser les salariés les uns contre les autres. Hein. C'est dresser le chauffeur de bus d'une ville par rapport à une autre. Enfin, c'est toujours cette logique de dresser les uns contre les autres et de dire qu'en fait, lui, il incarne l'égalité, l'équité entre les travailleurs, et qu'en face, il y a des corporatistes privilégiés qui veulent défendre leurs petits avantages pendant que le gouvernement veut générer l'égalité. Mais je crois, comment dire, que cette petite musique ne prend plus. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français ne sont plus dupes de ce genre de discours. Et ce discours classique qui consiste à opposer les salariés entre eux, ça ne marche plus. Évidemment, pour M. Macron, évidemment, c'est la stratégie de communication, c'est étrange, ça ne se justifie pas. Oui. Alors il y avait effectivement, vous l'avez dit, mais alors aujourd'hui il y a encore cette idée chez les députés ou même les ministres. Pourquoi vous allez manifester sur une grève dont on n'a pas encore fixé les contours? Enfin, on a quand même l'impression que les contours depuis le rapport Jean-Paul Delevoye, ils sont quand même assez clairs, les contours quand même, Frédéric Farah. Les contours sont assez clairs. Je veux dire, les Français, il faut pas les prendre pour des gens qui ne comprennent rien. Je veux dire, même si la réforme n'a pas encore pris la forme d'un projet de loi voté au Parlement et autres, mais les Français ont bien compris que les retraités du futur, ou même ceux qui seront retraités dans un avenir proche, vont être des variables d'ajustement au nom de critères comptables, au nom, comment dire, de ce critère que j'évoquais tout à l'heure. Il ne faut pas que ça dépasse 14%. Avec plus de retraités, évidemment, ça va appauvrir. Vous avez plus de retraités, l'enveloppe reste la même, ça appauvrit. Les Français ont bien compris la philosophie de l'affaire. Ils ont bien compris que, en fait, ils vont être un peu à la merci d'ajustements comptables qui fait que leur retraite pourra effectivement baisser et qu'au lieu d'avoir une visibilité en matière de retraite, eh bien, ils vont être maintenus dans un certain flou parce que, comme on reviendra tout à l'heure dessus sur ce fameux point, eh bien, les Français vont rester, comment dire, dans l'expectative de ce que pourra être leur retraite dans le futur. Donc, les Français ont bien compris. Et d'autre part, au-delà même des contours, les Français sont suffisamment informés des réformes récentes de M. Macron, réforme de l'ISF, réforme de l'assurance chômage, la réduction des allocations logement et autres, pour bien comprendre que dans la logique du gouvernement, ce n'est pas une retraite juste, équitable qui se prépare, parce qu'on a bien vu le choix du gouvernement. Le choix du gouvernement, c'est favoriser le capital au détriment du travail. Et donc, c'est fait avec les lois Pénicaud, c'est fait avec l'assurance chômage, ça va se faire sur les retraités. Et les Français l'ont bien compris. Et c'est pour ça que l'enfumage du déficit des corporatistes, ça ne marche plus. D'accord. Alors, les Français seront là massivement pour le dire. Alors, on va en parler, cette grève générale, j'ai eu votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas, nous sommes actuellement avec Frédéric Farah, économiste, qui nous parle de la réforme des retraites, de ce qui se cache derrière, et aussi on va parler de ce qu'il y a vraiment tout à fait derrière, et on va parler, je pense, d'Union Européenne, Frédéric Farah, très forcément, en connaissant votre travail. D'ailleurs, je recommande votre livre, qui s'appelle La grande liquidation démocratique, l'Europe, aux éditions Bréal. Ça fait quelques temps qu'il est sorti, mais je le recommande à tout le monde. Je redis aussi que merci à tous pour ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions à Frédéric Farah. Nous avons les commentaires sous les yeux, donc nous les transmettrons à Frédéric Farah pour essayer qu'il vous éclaire là-dessus. Nous continuons notre discussion sur cette fameuse réforme des retraites. Alors, on va en parler. Qu'est-ce que c'est ce fameux point? Quelle est la valeur du point? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne pourra pas être, si la réforme passe, est-ce qu'on ne pourra pas, ou le gouvernement ne pourra pas bidouiller la valeur du point à sa guise, une espèce de variable d'ajustement finalement, ou pas, Frédéric Farah? Oui, alors effectivement, le gouvernement maintient comme un certain flou sur cette question, même si effectivement il veut envoyer des signaux pour rassurer les uns les autres, en expliquant que le gouvernement ne bidouillera pas le point, qu'il ne faut pas quand même se laisser avoir par des fausses nouvelles, qui nous dirait qu'il n'en est rien. Et pour l'instant, sur cette question, si vous voulez, du point, même si le gouvernement prétend, comment dire, que ce point serait lié à l'évolution du salaire, il nous dit cela, il n'est pas impossible, parce que pour l'instant on n'est pas au clair sur cette question, que selon les besoins d'ajustement du système et d'équilibrage financier du système, ce point à l'avenir puisse faire l'objet d'une modification au moment de la liquidation des pensions. C'est-à-dire que
Rien ne nous dit au jour d'aujourd'hui, malgré les garanties que le gouvernement semble vouloir donner sur l'évolution du point, que ce point ne fasse pas l'objet d'une modification si on estime que le système n'est plus équilibré financièrement. Donc, la parole du gouvernement n'est pas suffisamment crédible et à laquelle on pourrait accorder une certaine confiance pour penser que ce qui nous est servi au quotidien sur un point qui serait lié aux variations du salaire ou à la progression du salaire, eh bien, puisse être la règle et le mode de fonctionnement. C'est un système qui nous place, contrairement à l'ancien système qui va disparaître. Vous saviez combien vous aviez cotisé, vous saviez quel était le montant de vos cotisations, le nombre de trimestres, et qui vous permettait à peu près d'avoir une certaine lisibilité sur le futur. Là, on vous place dans le flou, c'est-à-dire une valeur de points que l'on prétend, que l'on ne va pas trop modifier, on en a la certitude, alors qu'avant, ben voilà, vous saviez qu'il fallait cotiser tant de trimestres, pendant tant de temps, vous connaissiez un peu les règles dès le départ. Là, avec le point, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus flou, malgré les garanties que le gouvernement prétend donner, et rien n'empêche que dans le futur, pour des nécessités d'équilibre financier, eh bien, on dise, bah, on modifie le point et qu'on se retrouve au moment de la retraite avec une retraite dévalorisée. Donc finalement, ça va servir, j'imagine, des classes aisées, ce qu'on appelle des classes mondialisées, qui pourront, elles, capitaliser, c'est-à-dire la retraite par capitalisation, et puis les autres vont se retrouver fort maris avec, vous l'avez dit, avec une inconnue absolue sur ce qui va, le temps de travail, surtout le départ à la retraite, et également ce qui va être touché à J plus 1 de la retraite. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce système invite à quoi? Finalement, à dire qu'il va y avoir une base publique, la répartition traditionnelle et autres qui va être là, mais que il est préférable, somme toute, pour ceux qui le pourront, et évidemment pour les catégories les plus avantagées, eh bien, de procéder à une épargne, donc à une capitalisation, pour pouvoir effectivement améliorer leur sort. Le risque, c'est quoi? C'est que les individus vont devoir travailler plus longtemps, avec des risques de décote sur leur retraite, que effectivement il y aura une incertitude sur le montant, comment dire, des retraites en tant que telles. Et ceux qui pourront épargner, évidemment, vont pouvoir en profiter davantage. Et ceux qui, effectivement, ne pourront pas épargner vont se retrouver avec des retraites beaucoup plus modestes. Donc les Français ont raison d'avoir peur. Oui, je pense que... Et en plus, ils ont raison d'avoir peur parce que, honnêtement, lorsqu'on regarde... depuis 93, et même l'ensemble des réformes qui ont affecté la protection sociale, que ça soit l'assurance chômage, que ça soit effectivement les retraites ou autres, c'est le travail et les travailleurs, et particulièrement les plus modestes, qui ont effectivement servi de variable d'ajustement. Donc, fondamentalement, ne pas croire en la parole politique et ne pas croire en la parole de ce gouvernement qui semble vouloir, à coup de communication, donner des gages pour rassurer les uns les autres. Moi, je comprends les Français fondamentalement. Je comprends leur inquiétude parce que ils voient bien que les orientations générales de ce type de réforme s'inscrivent dans le capitalisme mondialisé, dans l'Europe telle qu'on la connaît, et que encore une fois, ce sont les retraités et aujourd'hui les travailleurs actifs qui sont de plus en plus les variables d'ajustement des réformes de ces 40 dernières années. Et le compte n'y est pas. Et c'est pour cela que les Français, à mon avis, sont dans un mécontentement légitime. Et ils ont raison d'être dans cette méfiance vis-à-vis de ce gouvernement ou des autres, parce que la parole politique a quand même été considérablement dévalorisée ces dernières années. Et on voit bien, regardez le sort qui est réservé aux chômeurs dans les nouvelles modalités, on comprend bien que dans ce cadre, les Français n'ont pas une folle envie de faire confiance à ce gouvernement. Quand on voit qui a profité des réformes Macron en termes de fiscalité... Oui, ce que j'allais vous dire, Frédéric Farah, l'INSEE a noté une enquête, d'ailleurs sorti une enquête là-dessus. Tout à fait. Quand vous voyez que l'INSEE nous montre dans son dernier portrait social que c'est les Français les plus riches qui ont profité des mesures Macron, quand vous voyez que les chômeurs vont voir leur situation se dégrader, aujourd'hui, croire à un gouvernement qui dit mais non, dormez tranquille, braves gens, cette retraite ne va pas avoir un impact négatif sur vous. Et évidemment, le citoyen critique évidemment ne se laisse pas avoir. Il a bien compris que ça fait partie d'un dispositif général où effectivement la protection sociale va être rognée, va être offert un peu plus aux assureurs privés, un peu plus effectivement aux fonds de pension. Et les gens l'ont bien entendu. Et ce n'est pas toutes ces manipulations diverses et variées qui vont les rassurer.
Alors, je voudrais qu'on rentre dans le fond du problème, qu'on aille un peu au-dessus. Donc, je vous rappelle, on est toujours en direct avec Frédéric Farah, économiste, qui nous parle de la réforme des retraites. Et on va aller vraiment plus en avant dans le problème, qui, à mon sens, est beaucoup plus majeur que ça. N'hésitez pas à liker, à partager ce live et à poser vos questions à Frédéric Farah. Alors, Frédéric Farah, il y a quand même quelque chose derrière. Il y a une main cachée, on est bien d'accord, dans cette réforme fiscale, sociale. Et vous l'avez dit, vous avez posté sur votre page Facebook, effectivement, un extrait de votre dernier livre, et vous faites le parallèle, la passerelle entre la paupérisation imposée par la Troïka à la Grèce en 2015 et ce qui se passe en France. La différence en France, c'est Emmanuel Macron qui a été élu démocratiquement. Quel regard portez-vous sur ça? Je crois qu'il faut être très très attentif parce que le cas grec, beaucoup d'entre nous l'ont dit, c'est un laboratoire formidable de ce que Noël Burgi avait appelé l'état social minimal. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui en Europe, si vous observez, et je vais revenir sur le cas de la Grèce et avec mon parallèle auquel je tiens beaucoup, c'est que si vous observez les réformes qui ont été conduites en matière de retraite, de marché du travail, de protection sociale depuis l'euro en 92, que vous regardiez en Italie, en Allemagne, en France, de manière forcée et brutale en Grèce, elles sont toutes animées par des principes communs. C'est-à-dire le fait de plus de flexibilité, le fait de rogner davantage le droit des travailleurs, le fait de mettre en œuvre des retraites moins généreuses, le fait de remettre en cause la fonction publique. Bon. Et donc, on peut penser aux réformes Hartz en Allemagne, on peut penser aux réformes Amato-Dini en Italie, la loi Fornero à l'époque de Monti, etc. Tout ça, tous ces éléments participent d'une même philosophie générale qui est une réduction, comment dire, de la taille, de la dimension de l'État social. Le cas grec est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a imposé une thérapie de choc d'une violence inouïe à la Grèce depuis plus de 10 ans, et ça continue, et qui a été une espèce de test pour voir jusqu'où une société supporte, jusqu'où une société peut encaisser ça. Et quand vous regardez les réformes que la Grèce, a supportées en matière de retraite, vous retrouvez une même philosophie. C'est-à-dire, il ne faut pas que les retraites dépassent une certaine enveloppe par rapport au PIB. Il ne faut pas, il faut que le calcul, des pensions soit moins généreux, et ainsi de suite. Donc, ce que l'on retrouve, si vous voulez, c'est une même philosophie. Alors, on l'a imposé à la Grèce avec violence, parce qu'effectivement, la Grèce a vu sa souveraineté complètement destituée, et qu'aujourd'hui, l'État grec n'est plus un État souverain. Je veux dire, il faut bien voir la réalité telle qu'elle est. Je veux dire, il est entre les mains de ses bailleurs, avec une fiction juridique d'un gouvernement élu démocratiquement. Et aujourd'hui, dans le livre, je le dis, quand il y a eu cet échange entre Schäuble et Varoufakis, il y a cette idée que Varoufakis dit que Schäuble, il a envie d'amener la Troïka à Paris. Bon. Je rappelle que quand même la France, c'est l'État en Europe, un des États en Europe où la protection sociale est quand même particulièrement poussée et avancée. Et je crois que d'une certaine façon, Emmanuel Macron et son gouvernement met en œuvre de manière encore plus radicale, plus brutale que ses prédécesseurs, finalement, ce programme pour ajuster ou adapter, ou soumettre, notre organisation sociale à ces principes européens. Et je rappelle que dans le livre vert que l'Europe avait fait il y a quelques années sur le marché des capitaux, qui est un livre d'indication, qui est juste, ça n'a pas une vocation obligatoire, eh bien, il y avait cette idée qui paraissait nécessaire d'encourager la capitalisation. Donc je crois que ce qui est très intéressant quand on observe en Grèce, c'est la radicalisation, parce que la Grèce, malheureusement, n'est plus un État souverain, c'est la radicalisation, si vous voulez, de ces principes qu'on met en œuvre, ici, avec effectivement ce phénomène, alors en Grèce qui est porté beaucoup plus loin, de paupérisation des retraités. Mais la logique participe, il y a une logique commune, similaire. Mais il y a la différence, Frédéric Farah, mais vous avez raison, que là, c'est une politique qui est imposée de l'intérieur. Et non pas après la défaite idéologique de Tsipras, c'est la mort politique absolument de Varoufakis. On est d'accord? On est d'accord. Ça, c'est imposé de l'intérieur parce que je crois que nos élites, sont profondément convaincues, que ce type d'orientation est nécessaire et qu'elles ne souhaitent plus trop transiger avec le peuple sur cette question et que
je citais une phrase dans mon livre de Manuel Valls que je trouve qui est absolument terrifiante en tant que telle. Je l'avais cité là dans le passage où il dit en Grèce, le gouvernement de Tsipras mène des réformes courageuses. Ces réformes, avec d'abord une grève générale, ont été adoptées en quelques heures, 1500 pages sans amendement par le Parlement, parce que parfois il faut aller vite dans la réforme. Alors, évidemment, Emmanuel Macron veut aller au pas de charge, veut imposer, comment dire, un programme d'austérité en tant que tel, qui se veut, comment dire, rapide. Alors évidemment, il a rencontré des obstacles sur la route, le formidable mouvement des Gilets jaunes en a été une illustration, mais il y a cette idée qui est à l'œuvre. Et donc aujourd'hui, le cœur de la bataille, c'est la protection sociale, parce que qu'est-ce que c'est que la protection sociale? C'est la part socialisée de notre économie. Et en fait, c'est la part qui est pour partie soustraite à la marchandise, qui est soustraite à la logique marchande. Et en fait, on veut la remettre dans la marchandise. Et c'est ça, si vous voulez, le problème. Et l'ouverture à la capitalisation, c'est ça aussi, c'est de remettre de la marchandisation dans ce principe. Parce que vous le dites dans le livre, hein, je le rappelle, l'Europe, la grande liquidation démocratique. J'ai une phrase, là, page 76, qui résume à peu près tout, en fait, qui résume non, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Vous dites mise en place de politiques d'austérité accompagnées d'un évidement de la démocratie et d'une politique répressive en matière de liberté publique et de droits fondamentaux. On y est ou pas, là, Frédéric Farah, en France ? Écoutez, quand on voit, si vous voulez, la manière dont le mouvement des Gilets jaunes a été durement, sévèrement réprimé, comment dire, et on l'a vu, les statistiques récentes sont tombées sur le nombre de blessés, le nombre de gardes à vue, le nombre de condamnations et autres. On voit bien qu'il y a une réaction très dure du pouvoir face, comment dire, à la contestation d'un ordre social. Et vous évoquiez tout à l'heure Frédéric Lordon dans cette interview magnifique avec Frédéric Dabi. Effectivement, il a tout à fait raison de dire que quand un ordre social est contesté, à un moment donné, il y a une réponse. Il a cette formule que j'aime bien, il dit le capitalisme ne remettra pas les clés. Eh bien, effectivement, il y a une réponse dure. Et dans le cas de la Grèce, ce qui est très intéressant à observer, c'est que quand le peuple, effectivement, que ça soit dans la phase Tsipras ou avant, est descendu dans la rue pour exprimer son refus des mesures mémorandaires et autres, l'État a répondu extrêmement durement, je veux dire. Donc, si vous voulez, il y a cette logique que, pour moi, le grand problème derrière la protection sociale, les retraites et autres, c'est une menace évidente sur la démocratie qui pèse. C'est-à-dire, et la démocratie, non seulement dans sa composante politique, mais dans sa autre composante qu'il faut jamais oublier, qui est la citoyenneté sociale, qui est la composante sociale. Et donc, si vous voulez, on est, pour moi, j'ai écrit ce livre aussi pour ça, parce que ce qui m'inquiète derrière tout ça, c'est effectivement la démocratie qui est clairement en jeu. Et aujourd'hui, on voit bien que lorsque cet ordre est contesté, je le disais tout à l'heure, eh bien la réponse se fait très 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 brutale. Et donc, je ne sais pas, et c'est pour ça que demain cette grève, elle engage un rapport de force pour savoir s'il est possible, oui ou non, effectivement, c'est pas un affrontement idéologique, c'est l'affrontement des deux mondes, non, cette grève demain. Oui. La France périphérique et également après ou du moins le gouvernement qui veut imposer effectivement cette politique néolibérale à la France. Bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, il y a toute une part des Français, secteur public, secteur privé, qui refusent, en quelque sorte, ce monde qui est celui de la concurrence à tout prix, de la déréglementation, et qui génère un darwinisme économique et social. C'est-à-dire seuls les plus forts survivront, quoi. Et en fait, on est en train... Notre contrat social avait été renouvelé, magnifiquement énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946. Il faut relire ce texte, qui est un texte majeur, qui est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui replaçait vraiment dans ce texte majeur, et qui a encore valeur constitutionnelle jusqu'aujourd'hui, qui disait qu'est-ce que c'était notre contrat social, avec une économie mixte, avec une part retirée à la marchandise, avec l'État qui prenait en charge certaines activités essentielles en termes d'électricité, de transport, de télécommunications, que effectivement on est dans un système de répartition. Ce contrat social, depuis le début de la décennie 80 et avec une accélération dans les dernières années, a été déchiré, pillé, remis en cause très largement. Et aujourd'hui, on attaque le dur, qui est effectivement la protection sociale, qui est le cœur de cette économie socialisée et non marchande. Et donc, qu'on veut réouvrir massivement à la logique du marché. Et c'est ça qui, à mon avis, est clairement aussi en jeu, et une partie des Français, de plus en plus nombreuse, n'en veut plus, ne le veut pas, parce que on se rend compte que économiquement ça ne marche pas et socialement c'est désastreux.
Et là, on va vers quoi? Parce qu'on voit, bon, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui sont en ébullition, et on a l'impression quand même que c'est soit une fois contre la politique du FMI, soit contre la hausse des taxes. On a l'impression quand même que la politique néolibérale commence à faire des ravages auprès des peuples et qu'on se retrouve avec des blocs qui s'affrontent entre le peuple et une classe dirigeante. Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Parce que demain, c'est plus que ça ce qui se passe demain finalement. Oui, parce que fondamentalement, il y avait un enseignement que nous laissait, après la Première Guerre mondiale, l'Organisation internationale du travail, qui disait que, à peu près ces mots, qu'il ne pouvait pas y avoir de paix durable sans justice sociale. Bon. Et que cette idée énoncée en 1919, reprise dans la déclaration de Philadelphie de 1944, reste plus vraie que jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte tous ces peuples qui, à travers, sont en Europe, on l'a vu aussi au Chili, entre autres, récemment, se dressent contre cette logique parce que cette logique néolibérale, crée crée des ruptures sociales et qui, au contraire, ne crée pas ni justice ni paix sociale. Effectivement, aujourd'hui, les peuples en ont assez. Et comme ils ont le sentiment que leurs voix sont de moins en moins entendues, il y a quelque chose un petit peu, je ne dirais pas de l'insurrection, c'est excessif, mais d'un immense ras-le-bol. Et donc, effectivement, la question qui va se poser demain, c'est que va-t-il se passer après un jeudi qui, je pense, va être très, très important en termes de grève, mais qu'est-ce qui va se passer les jours prochains? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un baroud d'honneur, c'est jeudi, et puis ce système qui nous marche dessus continue, ou au contraire, c'est le début d'autre chose. Alors ça, c'est le surgissement dans l'histoire, c'est l'événement, on ne peut pas prévoir entièrement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce système économique, ne produisant pas de justice sociale, ne produisant donc pas alors de paix sociale. Et donc aujourd'hui, cet enseignement de 1919, il n'y a pas de paix durable sans justice sociale, quelque chose qu'on a trop oublié et qui est à mon avis central. Et la logique libérale du tout concurrentiel, et qui en plus n'est pas efficace économiquement, eh bien, c'est cette logique-là qui fait souffrir les peuples, et les peuples en ont assez. Très sincèrement, concernant Emmanuel Macron, vous pensez qu'il peut aller jusqu'où dans ce dogmatisme néolibéral? Si par exemple, demain, il y a une grosse mobilisation, c'est ce qui laisse apparaître, et que ça perdure après, parce qu'on voit que beaucoup de corps sociaux vont se mobiliser, de Français vont se mobiliser, d'après ce qu'on peut lire et entendre, vous pensez que Emmanuel Macron va continuer de passer en force là-dessus, malgré le ras-le-bol, finalement, ce qu'on peut appeler le mur du 5 décembre? Écoutez, je crains que oui, malheureusement, et je le dis non sans hésiter, parce que je ne veux pas être trop pessimiste, voilà. Mais je le crains parce que dans le corps électoral, même si c'est une petite fraction du corps électoral, Emmanuel Macron a sa base, une petite base, mais une base qui existe, qui est là, qui le soutient, c'est-à-dire toute une partie de la France qui est inscrite dans la mondialisation, dans les grandes métropoles, effectivement, pour qui la mondialisation, c'est pas une source de déclassement, mais c'est une source d'opportunité, et qui se porte bien là-dedans. Et donc, qui est sa base solide, qui continue, même si elle est minoritaire, mais en tout cas, ça suffit. Et je pense qu'effectivement, pourquoi il va continuer dans cette direction, parce que je pense que le précédent encore tout jeune des Gilets jaunes nous a montré quelque chose. C'est-à-dire que plus d'un an de mobilisation, la réponse a été extrêmement dure avec une fausse relance à la fin de décembre de l'année dernière et un grand débat dont on a vu qu'il n'est rien sorti. Donc c'était deux manières un petit peu de calmer les troupes, mais ça n'a rien changé dans le fond. Et comme en plus, il ne voit pas de force politique qui le menace directement, si ce n'est qu'agiter l'épouvantail du Front National, enfin du Rassemblement National, eh bien, il se dit, d'une certaine manière, il doit tenir. Et il peut tenir, puisqu'il ne voit pas, comment dire, quelle est la force politique aujourd'hui organisée, structurée, qui pourrait le mettre en danger pour les prochaines. Donc, j'ai peur qu'il joue un peu le même ressort qu'il a utilisé face aux Gilets jaunes, c'est-à-dire, c'est moi ou le chaos. C'est-à-dire, si on laisse ces mouvements démarrer, ça va être insurrectionnel, ça va être excessif, etc. Qu'est-ce que vous voulez, l'ordre ou le chaos? Et je pense que il y a une suffisance dans ce pouvoir qui est absolument terrible. Il suffit de voir comment
ces hommes politiques parlent, comment ils s'expriment, la façon quand M. Blanquer dit bon certains vont aller manifester parce qu'ils ne comprennent pas, vous voyez, que je crois qu'il y a une telle suffisance qui anime ce gouvernement, je ne les sens pas aptes à peut-être engager quelque chose comme de la négociation. Si encore il y a de la place pour la négociation. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes qui est vraiment droit dans leurs bottes et qui n'a pas tellement envie de bouger. Et je pense que si c'était pas passé cette année avec les Gilets jaunes, on aurait pu dire ah tiens, un événement inattendu, cette grève qui arrive demain. Mais on a quand même un an devant nous, un an qui est derrière nous, qui nous permet de voir comment le gouvernement a réagi à ça. Dans le fond, ce qui domine, c'est extrêmement durement. Il faut le voir. Je veux dire, parce que cette relance qu'on nous a dit, c'est la relance Macron. En fait, il a pris du pouvoir d'achat, il a juste rendu. Qu'en est-il sorti? Rien. Il n'en est rien sorti. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce pouvoir va s'enfermer encore un peu plus dans une logique de dureté et de refus, en disant demain, je suis sûr, ben voilà, c'est les corporatismes qui s'expriment, les gens ne comprennent pas, les réformes, c'est toujours impopulaire. Et qu'il va avoir ce discours qui va être servi, comment dire, à loisir. Poser la question des blocages. Voilà, comment vous voyez les choses, vous? Est-ce qu'on pourrait, effectivement, si les blocages, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y avait quand même des blocages massifs qui perdurent pendant plusieurs jours, réseau routier, gare, RATP pour les Parisiens, bien entendu, comment vous voyez les choses, vous? Pour moi, c'est évident que cette grève, si elle veut être plus qu'un baroud d'honneur et plus qu'un moment de protestation, et qu'elle veut devenir un moment de, comment dire, le point de départ de la construction d'un rapport de force, évidemment, face à un gouvernement si droit dans ses bottes, si convaincu de ce qu'il a à défendre en tant que tel, c'est évident qu'en face, s'il n'y a pas sur la durée des blocages divers et variés, on évoquait les routiers tout à l'heure, peut-être les agriculteurs, les trains et autres, il est peu probable que le gouvernement fasse un pas. Alors, dans quelle direction? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que ce sont des mesures plus amples ou une réorientation de sa politique, dont je doute profondément. Mais oui. Parce que Emmanuel Macron aurait perdu. S'il recule sur la réforme des retraites, il perd tout, non? Oui, cette réforme, c'est évidemment, elle est centrale dans son dispositif, encore plus que l'assurance chômage, encore plus, comment dire, que les réformes pénico et autres, parce que évidemment, comme c'est un poste de dépense essentiel dans notre protection sociale, et comme il y a cette espèce d'obsession comptable qui dirige un peu l'ensemble, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut jamais l'oublier, le fin fond de cette réforme, c'est l'ouverture à la capitalisation, c'est ça qui attend au bout de la route, eh bien, évidemment, s'il recule, il aura le sentiment d'avoir tout perdu. Donc, soit il essaye de maquiller sa reculade pour ne pas perdre complètement son capital politique, soit au contraire, effectivement, il se raidit dans sa position et il refuse tout compromis. Mais je crois que pour faire bouger ce gouvernement, c'est évident que s'il n'y a pas une mobilisation du public et du privé qui crée effectivement des blocages et qui impose un rapport de force sur la durée, le gouvernement ne bougera pas. J'en suis convaincu parce que on a bien vu que ce gouvernement fait mine de négocier, mais il ne négocie rien du tout. Je veux dire, les choses sont assez claires dans leur tête, les orientations sont assez définies. Il y a des mises en scène, si je puis dire, de négociation, de discussion, mais peu de choses changent dans le fond. La philosophie générale, les principes généraux restent. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager ce live. Nous sommes, je le répète, avec Frédéric Farah, actuellement économiste, pour nous parler de la réforme des retraites. Donc, ouais, vous êtes assez pessimiste, mais on a envie de vous dire, on a envie de se dire, si Emmanuel Macron recule au-delà de sa politique, de ses convictions, on risque peut-être que la Commission européenne, ou du moins le commissaire ou des affaires économiques, pourrait lui taper sur les doigts, non? Parce qu'il y a quand même ça aussi en fond. Ce qui est en fond, si vous voulez, depuis des années, c'est quoi? C'est l'idée que comment on négocie ces fameux déficits ou dettes que personne ne respecte d'ailleurs, mais on essaye de construire
une crédibilité, une réputation. Et comment on va essayer de bâtir cette réputation, cette crédibilité? C'est en engageant les fameuses réformes structurelles que Bruxelles rappelle, par exemple, dans ce qui existe depuis 2012, qui est le semestre européen, entre autres, qui sont des recommandations qui sont faites aux États pour agir dans une direction qui est évidemment que l'on connaît par cœur, qui est celle des réformes structurelles. Et c'est quoi les réformes structurelles? C'est effectivement la remise en cause du droit du travail et la réduction de la protection sociale. Et donc évidemment, il y a une communauté de vues entre, on va dire, Bercy et Bruxelles, une communauté de vues entre Emmanuel Macron et les autorités européennes, évidemment, d'aller dans ces réformes structurelles, puisque aujourd'hui, ce qu'il y a de commun entre ces deux univers, c'est de penser que la protection sociale, c'est pas une condition pour que, on va dire, pour faire vite que l'économie aille mieux, ou qu'elle soit plus efficace, ou qu'elle soit plus juste. Elle est aujourd'hui essentiellement perçue comme un poids, comme un frein, qui nuit à la compétitivité. Comme l'idéologie européenne, c'est la compétitivité, je vous donne un exemple très concret. Pourquoi, par exemple, on n'agit pas sur la réforme des retraites, sur la question des cotisations, et alors qu'on a pendant longtemps utilisé les cotisations qu'on faisait augmenter parfois pour financer le régime? Et bien parce qu'on a dit, ah là là, si on augmente même un peu la cotisation, ça va augmenter le coût du travail, si ça augmente le coût du travail, on sera plus compétitif, c'est épouvantable. Donc comme nos élites baignent dans cette idéologie qui s'appelle le compétitivisme, qui est une folie en tant que telle, eh bien forcément, les réformes obéissent toujours à la même direction. Et comme en plus, nous vivons dans un espace européen où le capital circule très librement, le capital a toujours un coup d'avance sur le travail. Donc finalement, comme le travail va moins vite que le capital, sur qui porte l'ajustement, c'est-à-dire réduction des pensions, modération des salaires, etc., c'est sur les travailleurs. Donc la construction européenne par nature, que ce soit le marché unique, que ce soit l'euro, c'est, comment dire, des instruments qui sont de casse des droits des travailleurs et qui sont effectivement des instruments qui vont dans le sens plutôt d'une réduction de la protection sociale. Et c'est ça, il faut bien comprendre qu'il y a une communauté de travailleurs, et Bruxelles, enfin, c'est-à-dire la Commission européenne. Est-ce qu'on a l'impression aussi tout de même que la droite était complètement discréditée aux européennes? Est-ce que vous pensez aussi que la droite n'arrive plus à se positionner, ou alors est fondamentalement néolibérale et donc elle s'est coupée du peuple finalement, non? La droite, fondamentalement, je veux dire, et ça fait un moment, je veux dire, dans ses orientations économiques ou dans sa promotion de l'Union européenne, si aujourd'hui quelqu'un, si on revient à l'époque où il existait le Parti socialiste, qui aujourd'hui est un parti moribond, mais si quelqu'un économiquement pouvait me dire quelles étaient les grandes différences entre le Parti socialiste et la droite en matière européenne ou en matière économique, les différences restaient très très mineures. Il y a une espèce de consensus assez vaste sur effectivement l'orientation des réformes. Je veux dire, aujourd'hui, en matière économique, si on avait eu M. Fillon aux affaires, probablement la retraite par points, il nous l'aurait amené aussi, ce lot de privatisation, on l'aurait eu aussi. Donc, fondamentalement, comme l'a dit très bien Frédéric Lordon, il disait le Parti socialiste c'est un parti de droite. Oui, c'est un parti de droite, il a raison, c'est un parti de droite. Donc, eh bien, économiquement, aujourd'hui, c'est évident que la droite n'apporte aucune différence fondamentale en matière économique et sociale, si ce n'est aller un peu plus loin peut-être dans des privatisations, aller peut-être dans une direction fiscale qui est aussi à peu près celle de M. Macron. Donc, fondamentalement, la droite parlementaire traditionnelle, elle a un discours en matière économique qui est un peu équivalent à celui de M. Macron. Et en matière européenne, je ne vois pas où est la rupture. Hein. Alors, on a eu beaucoup de questions sur les GOP. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ces directives européennes, Frédéric Farah? Et n'hésitez pas à leur liker, à partager ce live. Nous sommes actuellement en direct avec Frédéric Farah qui nous fait la gentillesse de nous accorder de longues minutes pour nous expliquer, à nous tous d'ailleurs, à moi compris, ce qui se cache derrière la réforme des retraites. Est-ce que c'est valable, pas valable? Et sur la grève générale qui aura lieu demain. Donc voilà, la question sur les GOP. Alors, les grandes orientations des politiques économiques, ça fait partie de ces dispositifs, si vous voulez, européens qui s'ajoutent à ce que je disais tout à l'heure sur le semestre européen, qui sont, si vous voulez, ces grandes orientations qui ont vocation de contraindre plus ou moins les États européens dans le cadre, effectivement, entre autres, de l'euro.
Et ces grandes orientations de politique économique européenne, quand on les observe, on peut les lire régulièrement. C'est des documents accessibles, c'est pas des documents secrets, hein, c'est des documents que tout le monde peut lire, peut trouver, et sur les sites des institutions européennes. Qu'est-ce qu'elles disent inlassablement depuis tant d'années? Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut faire en sorte que l'État recule dans bien des domaines, c'est-à-dire et laisse place au marché. C'est-à-dire, ce sont des orientations qui poussent à la déréglementation, à la mise en concurrence, en tant que telle. Et si vous voulez, c'est un petit peu le catéchisme européen de la politique économique que l'on va retrouver mise en œuvre un peu partout en Europe. Pourquoi je dis un peu partout? Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'euro, vous ne pouvez plus agir sur votre taux de change, vous ne pouvez plus agir sur votre taux d'intérêt, vous ne pouvez plus agir sur la création monétaire, votre budget, il est contraint. Donc, ces GOP vous disent quoi? Il faut dire où il faut agir, où on peut encore agir. Où on peut encore agir, effectivement, c'est sur les règles d'indemnisation chômage, c'est sur le marché du travail, sur la protection sociale, pour faire en sorte que se crée un cadre qui soit compatible avec, on va dire, une logique libérale ou ordolibérale, et dans la mesure où les outils traditionnels de politique économique ont été... on ne se voit plus. Non, on est toujours en direct. Voilà. Et en fait, les outils traditionnels de politique économique sont très largement bridés, donc ces GOP orientent la politique économique dans une seule et même direction, c'est-à-dire des réformes structurelles, c'est-à-dire de la protection sociale, du marché du travail, et forcément là-dedans, il y a quoi? Il y a ces réformes de retraite qui sont évidemment préconisées ou encouragées. Mais le problème, c'est que l'État a organisé lui-même, par ses choix européens depuis maintenant 27 ans, une impuissance voulue. C'est-à-dire à partir du moment... Pour vous, c'est une impuissance voulue, hein? Oui, pour moi, c'est une impuissance voulue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez volontairement renoncé, la politique commerciale relève de l'Union européenne. Le taux d'intérêt, ce n'est plus vous. Le taux de change, ce n'est plus vous. Le budget, c'est contraint. Donc, qu'est-ce qui reste dans cette histoire? La politique industrielle, elle est soumise à la logique de concurrence. Donc, qu'est-ce qui reste? Le fiscal et le social. Et alors, le fiscal et le social avec une concurrence entre pays européens extrêmement malsaine. Et donc, aujourd'hui, on voit bien la fiscalisation de la protection sociale française, puisque de moins en moins, même si les cotisations restent majoritaires, les cotisations diminuent. Et on voit la montée en puissance d'un impôt depuis le début des années 90, qui est la CSG. Et qui montre cette fiscalisation de la protection sociale. Et donc, fondamentalement, l'Union européenne a participé très largement, même si c'est pas de forme autoritaire ou sous forme d'un traité ou autre, à une réorientation aussi de la protection sociale. Gardez bien juste ça à l'esprit. En 92, on dit oui du bout des lèvres à Maastricht. Oui, à Maastricht. Été 93, réforme Balladur des retraites. La réforme Balladur de 93, c'est l'enfant de Maastricht. C'est l'enfant de Maastricht. Pourquoi? Parce que, gardons ça à l'esprit, c'est très simple. Quel est le cœur de la dépense publique française? La protection sociale. À partir du moment où on vous dit il faut réduire la dépense sociale, enfin la dépense publique, sur quoi vous allez agir? Sur la dépense sociale. Qu'est-ce qui se passe en 93? On fait la réforme Balladur, qui est la logique qui va avec notre choix européen. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90 en Allemagne? C'est tous les paquets Schröder et autres. Qu'est-ce qui se passe en Italie dans les années 90? C'est les réformes Amato et Dini en matière de retraite. Toutes ces réformes-là sont induites par les choix que nous avons faits, c'est-à-dire les choix entre autres, de l'euro. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que lutter contre cette grève, c'est bien, mais si on ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire dans quel dispositif plus large tout cela s'inscrit, on va louper le cœur du truc. C'est-à-dire, on va prendre un élément, mais on va louper tous les autres qui vont avec. Alors oui, vous dites effectivement que c'est pas pardon, on a un recours là. Vous dites que c'est pas du tout un contraint, mais on a quand même le problème du traité de 2005, Frédéric Farah. On a ce problème où les Français répondent de non. Et sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy en 2008, tout ça passe en force tranquillement au sein du Parlement et on se retrouve avec la route aux étoiles pour l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est beaucoup revenu chez les Gilets jaunes, hein. Beaucoup revenu, le Brexit, pas le Brexit, pardon, le traité de Verdun. Vous voyez, je suis déjà loin, moi. Le traité de Lisbonne, pardon. Voilà. Mais en fait, bien sûr, parce que on retrouve le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le problème fondamental qui est le problème démocratique. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français disent non, et finalement ça devient oui.
Et c'est ça tout le problème. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que ces élites convaincues de l'orientation ordolibérale ou néolibérale ne veulent pas transiger. Et quand M. Juncker avait dit, quand Alexis Tsipras, en janvier 2015, avait été élu, que bon, de toutes les façons, les votes, il ne peut pas y avoir d'élection démocratique à peu près. Oui, les traités européens n'ont pas valeur démocratique, oui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on peut ramener une nouvelle majorité, ça ne changera rien. Bon. À partir du moment où vous avez ce cadre à l'esprit, on est dans des expériences de démocratie très limitées. Donc, dans le fond, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça aussi qui pousse finalement à cette espèce de ras-le-bol ou peut-être des rapports de force. Parce que vous allez gentiment voter un jour, vous dites non, je ne souhaite pas ça. Qu'est-ce que vous découvrez? Que finalement, votre voix ne compte pas. Donc, il y a une destitution du souverain. Et le souverain en démocratie, c'est vous, c'est moi, c'est chacun des citoyens, eh bien, dont la voix ne compte plus ou ne porte plus. Donc, ce qui est terrible quand on agit comme ça, c'est finalement on décrédibilise la démocratie. Et c'est-à-dire on pousse finalement à des actions plus radicales parce qu'on se dit finalement la voix classique, la voix des urnes, elle n'est pas entendue. Donc si vous voulez, c'est terrible de la part des élites de ne pas tenir compte finalement du vote populaire, parce que c'est miner la démocratie de l'intérieur en faisant ça. Et c'est pour cela que l'Europe, à travers le cas grec, qui est un exemple qui m'a profondément heurté, illustre encore plus profondément cette idée non démocratique. Et quand Pierre Moscovici, en quittant la Commission, il dit que bon, un de ses plus grands succès, c'est d'avoir maintenu la Grèce dans l'euro et que, en gros, il a l'impression d'avoir bien agi dans le cas grec, on a les bras qui en tombent. Je veux dire, alors qu'on a, je veux dire, mis à genoux, comment dire, un pays. Je veux dire. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, si vous voulez, c'est ça qui me préoccupe énormément, c'est que c'est tous ces coups portés, comment dire, à la démocratie dans sa composante politique et sociale. Donc c'est pour cela que demain, ça ouvre sur quelque chose de neuf. Mais il faut voir qu'est-ce qui va se construire en termes de rapport de force, parce que à force de vider la démocratie de l'intérieur, qu'est-ce qui va en rester? Oui, parce que l'affrontement peut être violent concrètement au-delà de demain et après, parce que là, vous l'avez très bien dit, Frédéric Farah, on est vraiment on ne croit plus, on ne fait plus entendre la démocratie, on a l'impression que les traités européens sont au-dessus, sont pas supranationaux, et ça pose un problème, et vous l'avez très bien exprimé en disant que les gens, à un moment donné, quand ils sont pas entendus, que leur vote n'est pas pris en compte, 2005 par exemple, et qu'après on rappellera qu'aucun référendum n'a été proposé, d'ailleurs à ce sujet-là depuis 2005. On pourra arriver. Alors moi j'ai une dernière question, j'aimerais vous entendre là-dessus, une dernière. Merci de liker, partager ce live. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions? Quelles sont vos pistes de réflexion pour sortir effectivement, pour apaiser le pays et sortir de cette politique ordolibérale? Est-ce que c'est le Frexit ou pas? Je pense que à terme, c'est évident que la sortie de l'euro et, si c'est nécessaire, effectivement, la sortie, comme on dit, de l'Union européenne, font partie des solutions possibles. Mais si demain, un gouvernement quitte l'euro, quitte l'Union européenne telle qu'elle est, mais qu'il n'y a pas au sein de la nation une élite et des élites privées, publiques, qui veulent conduire tout autre chose, c'est-à-dire dans deux directions, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités et la question fondamentale de la transition énergétique, écologique, eh bien, si on garde, il y a le même type d'élite, parce que la crise, c'est aussi une crise d'éducation et de formation, parce que c'est une crise des imaginaires. C'est-à-dire que si on sort de ces univers avec des élites qui pensent toujours de la même manière, la concurrence, la logique du marché et autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Parce que finalement, on va continuer les mêmes politiques, mais en dehors du cadre européen. Mais ce seront les mêmes politiques. Parce que le problème, si vous voulez, il y a tout un imaginaire, toute une formation qu'il faut repenser, parce qu'aujourd'hui, si... En fait, regardez, par exemple, ce qui était très intéressant dans le cas grec, quand il y a eu tout ce travail qui a été fait par le comité d'annulation de la dette du tiers-monde, par tout ça, entre autres, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé... et pourquoi effectivement cette volte-face de Tsipras et autres. Et dans cette enquête très détaillée, il montre bien finalement que les équipes qui composaient finalement le gouvernement de Tsipras, c'était des gens qui étaient liés à l'ancien pouvoir, c'est des gens qui, finalement qui avaient le logiciel très ancien et qui n'étaient pas du tout convaincus de la rupture, qui n'étaient pas du tout convaincus de renverser la table. Donc si vous sortez de l'Union européenne
et vous sortez, comment dire, de l'euro, mais avec des élites qui portent le même imaginaire, la même représentation, et qui vont continuer les mêmes politiques en dehors du cadre européen, ça ne servira à rien. C'est pour ça que c'est fondamental aussi de réfléchir sur effectivement la formation aussi de nos élites, la formation effectivement de ceux qui sont aux affaires, parce que pour l'instant, il y a une modalité de formation qui est effectivement, qui baigne énormément dans cette célébration du privé contre le public, cette célébration du marché, de la concurrence. Donc, il y a tout un travail aussi à faire à ce sujet. Je veux dire qu'à mon avis, un travail de formation, d'éducation, qui est absolument central. Je veux dire, parce que si on a les mêmes élites, je veux dire, même en dehors de ce cadre, ben, ça ne changera rien. Donc, je pense qu'effectivement, la question de rapport à l'Union européenne, c'est la question centrale. C'est la question qui surplombe tout le reste. Je veux dire, parce que nous avons décidé, c'est-à-dire nous, les élites qui ont été aux affaires, ont décidé que l'avenir du pays passait par l'Union européenne, par le marché unique, par la monnaie unique. Donc, les affaires européennes ne sont plus des affaires étrangères, ce sont des affaires nationales. Est-ce que vous diriez, Frédéric Sarrague, à vous entendre, que les élites sont totalement déracinées et je citerai d'ailleurs le général de Gaulle qui disait heureusement que le peuple a la tripe encore nationale, voilà, et que les classes bourgeoises sont abattardis. Ça fait sens quand même ça aujourd'hui. Ce qui fait sens effectivement, c'est qu'aujourd'hui les élites ont perdu la conscience de leur propre modèle. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui il y a cette envie de dire c'est mieux en Allemagne, c'est mieux en Finlande, c'est mieux ailleurs, etc. Mais se dire que la France avait produit un modèle économique original, qui était une économie mixte, socialisée, qui avait un système éducatif intéressant et autres, il y a comme une sorte d'abandon, il y a comme une sorte de renonciation, en disant que bon, bah, finalement, ce système a vieilli, il est vermoulu, il appartient au passé ou autre. Je crois qu'il y a une propre conscience d'un modèle qui a disparu. Et je pense que même s'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il ne faut pas généraliser, mais il y a, et c'est très très caricatural presque dans l'univers macronien, l'idée qu'il faut absolument faire passer, comment dire, la France et son modèle sous les fourches codines de l'ordolibéralisme, parce que c'est ça la modernité, c'est ça l'ouverture, avec des imaginaires très pauvres, Startup Nation, ce genre de choses, c'est vrai, qui sont des signes quand même assez inquiétants, finalement, même si je suis très critique, comment dire, à l'égard de François Mitterrand, mais François Mitterrand avait cette phrase, il disait « L'homme de ce temps se vide de l'intérieur ». C'est assez vide de l'intérieur, si vous voulez. C'est assez pauvre. C'est-à-dire, ce sont des représentations vraiment bas de gamme, si je puis dire. Alors, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pauvre ou est-ce que c'est machiavélique? Parce que parlons de la retraite par capitalisation. On pourrait imaginer que toute une série de banques et d'assurances puissent après venir, une fois la réforme sera passée, de dire vendre aux Français toute une série de produits pour capitaliser, pour bien sûr les plus aisés. Voyez-vous, est-ce qu'on n'est pas sur le machiavélisme ou l'indigence? Il y a, je crois, sans vouloir faire la synthèse à tout prix, c'est la rencontre des deux, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'indigence, vraiment, intellectuelle, qui est très très frappante. Et en même temps, oui, il y a effectivement une forme de machiavélisme ou l'idée qu'on sert des intérêts particuliers. Malheureusement, c'est très dur à dire. On aimerait que les politiques soient obsédés par un intérêt général qu'on pourrait identifier, qui viendrait à servir. Je crois qu'on voit les politiques fiscales, les politiques économiques qui ont été conduites depuis le début des années 80. C'est évident qu'elles servent la soupe, si je puis dire, à certains plus que d'autres. Et que c'est évident que dans des économies qui connaissent une croissance ralentie, parce que nous sommes des économies arrivées à maturer depuis longtemps, les endroits où il y a de la plus-value à faire, des sous à se faire, c'est là où les gens dépensent de plus en plus, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Donc si on réouvre encore plus la santé et l'éducation à la logique marchande, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, ça permettra à des assureurs, à des banques et à d'autres de pouvoir effectivement trouver des perspectives de profit. C'est certain. Et c'est pour cela que je pense qu'il y a ce mélange des deux. Mais il y a aussi de l'indigence. Vraiment, je pense aussi. Je le crois. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais rapidement, faisons vite, sur la privatisation ADP, par exemple, ou la Française des Jeux. Ben oui, et tout à fait. Si vous voulez regarder ça, effectivement, c'est l'abandon, encore une fois, d'un capital public nécessaire, ou par exemple, regardez, la Française des Jeux, c'est un signe terrible, parce qu'on dit, ah oui, ça va être de l'actionnariat populaire, mais comme la Française des Jeux, c'est quelque chose de public, ça appartient déjà aux Français, donc finalement, on va leur vendre
ce qu'ils ont déjà. Oui, ce que nous a dit Bruno Le Maire, hein, je veux que ça reste aux Français, on va leur vendre ce qui leur appartient déjà, ouais, tout à fait. Oui, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que, en gros, c'est une opération un petit peu, je dirais pas un vol, mais c'est se moquer du monde. Donc, on est en train, regardez par exemple toutes les privatisations qu'on a faites là, des autoroutes, ADP et autres. Au départ, on a dit oui, c'est pour équilibrer les comptes publics, c'est pour effectivement lutter contre les déficits. Mais dans le fond, l'État, c'est ça que j'appelle l'impuissance organisée, se débarrasse, déprécie des actifs, les vend à d'autres, etc. Et s'appauvrit de plus en plus. Et c'est ça le paradoxe. Vous avez une France qui s'est considérablement enrichie en 40 ans, mais vous avez un État central qui n'en finit pas de s'appauvrir. Je veux dire. Et donc, et ça, si vous voulez, ça n'obéit à aucune logique industrielle, ça n'obéit à aucune logique. On dit oui, ça a financé un fonds d'innovation disruptive. Bon. Tout ça, si vous voulez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je veux dire, on vend ça aux gens, mais en réalité, ça s'inscrit dans aucune stratégie. La privatisation des autoroutes, je veux dire, quand je pense que c'est M. Breton maintenant qui est commissaire et qui a été à l'origine de l'affaire. Oui, parce qu'on a eu Sylvie Goulard, puis maintenant on a Thierry Breton, c'est kiff bourricot. Hein. Voilà, c'est Kif Bourricot, le fameux Breton en question, qui était à l'origine de la privatisation des autoroutes. Je ne sais pas si c'est un bon augure pour l'avenir, mais en tout cas, voilà. Donc l'État se débarrasse de ses actifs, n'en finit pas de s'appauvrir. Mais pourquoi faire? Effectivement, évidemment, ça bascule dans les intérêts privés. Et à quoi on a assisté de 1980 à nos jours? Eh bien, un transfert de puissance du public vers le privé. Et ça, volontairement, ça n'a pas été sous forme d'un coup d'État ou quoi que ce soit. C'était une volonté réelle. C'est-à-dire, entre 81, où François Mitterrand dispose d'outils de la politique économique comme personne, à aujourd'hui Emmanuel Macron, eh bien, qu'ont fait les gouvernements depuis 83 à nos jours, ont passé leur temps, effectivement, à renoncer aux outils de la politique économique. Donc, passer leur temps et transférer ça au privé. Je veux dire, dérégulation, fin du monopole, mise en concurrence, abandon de la politique monétaire, libre circulation des capitaux, et j'en passe. Donc, finalement, les élites, ce qu'elles ont vendu au peuple, qui était l'euro et le marché unique, qui était la mondialisation et la déréglementation financière, la mise en concurrence, le bilan de ça est très mauvais. Très mauvais, je veux dire. Et en tout cas, on en a fait supporter les ajustements de toutes ces choses à une majorité de plus en plus importante de la population, les classes populaires, une frange des classes moyennes, et ainsi de suite. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, ces élites demandent la confiance alors qu'elles sont quand même très largement discréditées. Alors, une toute dernière question, et ça vraiment c'est la dernière. Après, on vous libère, Frédéric Farah. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, pourquoi les partis comme Dupont-Aignan ou Huppert chez Asselineau ne font pas Flores? Bon, c'est la question que je vous pose. Comment ça se passe? Je pense que, comment dire, ce sont des partis, que ce soit peut-être par leur audience, par leur discours, par leur implantation locale ou territoriale, qui ne sont peut-être pas encore suffisants pour y parvenir. Et puis, je crois aussi, et c'est valable pas simplement pour ces partis, mais tant d'autres, la vraie bataille, moi j'y tiens beaucoup, c'est la bataille des récits qu'on raconte. Et je crois que, dans le cas européen, je reviens à celui-là, c'est ça la force du récit européen. C'est que malgré un bilan qui n'est finalement pas si bon que ça, ce récit continue à fonctionner, que c'est la paix, l'ouverture, l'indifférence, la générosité et autres. Et je pense que, au-delà de ces partis que vous citez, je pense que toutes ces dernières années, il y a eu toute l'expertise pour expliquer en quoi la dérégulation financière entraînait des problèmes, que la mondialisation n'était pas heureuse, que l'euro n'était pas une bonne idée, et ainsi de suite. Mais ce qui n'a pas pu exister jusqu'à ce jour, c'est le grand récit fédérateur qui, au-delà de la maîtrise technique des dossiers, puisse permettre à des catégories très différentes de s'identifier à un récit de remplacement par rapport au récit dominant, parce que c'est aussi ça la force du récit libéral. Il s'est appuyé sur le développement récent de l'individualisme pour dire, voilà, il faut valoriser tes compétences, ton capital personnel, c'est comme ça que tu vas réussir, etc. Ce discours qui a pu faire sens d'ici de là. Je pense tant qu'on n'a pas construit un contre-récit un peu efficace, qui unifie les luttes, eh bien on pourra avoir tous les savoirs techniques, toutes les connaissances techniques sur différents thèmes, mais politiquement, ça aura du mal à prendre. Bon, c'est une autre question, mais l'éducation nationale probablement aussi n'a pas joué, n'a pas permis aussi à constituer des citoyens et les émanciper aussi peut-être. Hein, mais ça, c'est des problèmes assez plus larges que ça. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Farah de nous avoir accordé ce grand entretien. On rappelle, vous avez un prochain livre qui sort bientôt, hein, c'est ça? Qui s'appelle Fake State. Oui.
comment dire, qui raconte cette impuissance sur ces 40 années de l'État et comment l'État s'est dépossédé de ces outils et a fait ce transfert de puissance du public vers le privé et comment il a créé effectivement une situation d'impuissance, mais de l'autre côté, laissant à croire, enfin, masquant cette impuissance, parfois, comme on le voit, je parlais des Gilets jaunes, la répression de l'État comme ça très dure, mais l'État s'est dépossédé de nombreux outils et je fais le récit de cette histoire dans ce livre et j'appelle ça un fake state, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avant de vous laisser, je présente à nos internautes Europe, la grande liquidation démocratique aux éditions Bréal. Je vous recommande vraiment de lire ce livre. On vous laissera les références dans le post en bas. Merci beaucoup une dernière fois, Frédéric Farah, de nous avoir accordé ce très grand entretien, très éclairant sur la grève générale qui va se passer demain, qui commence demain. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Frédéric Farah. Au revoir. À bientôt.